Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois l'écrivaine, poétesse et traductrice Ryoko Sekiguchi. Elle vient de publier 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent aux éditions POL. Un livre sous forme de petits fragments, de petites pensées qu'elle a rapportées de son voyage au Liban en 2018 et qui font écho à ce qu'elle a vu, mais pas seulement. À travers la cuisine, qu'elle présente dès la première page comme le seul outil qu'elle possède pour se rapprocher d'une ville, Ryoko Sekiguchi nous peint le portrait d'un Beyrouth à une époque donnée. Et surtout, à travers tout ce que la ville lui a donné à voir, à sentir, à penser, à apprendre, à partager. 321 petits textes à déguster, eux aussi, qui permettent de mieux appréhender un certain rapport à la cuisine, mais aussi au voyage et à la découverte de l'autre. Et avec Ryoko Sekiguchi, on a parlé de ce qui fait un bon plat ou non, des sensations omniprésentes à Beyrouth, ou encore de la manière dont elle a développé son goût au fil des années, des voyages, des rencontres. Bonne écoute. Bonjour Ryoko Sekiguchi. Bonjour. Alors ce livre, 961 heures à Beyrouth, c'est une commande de la Maison des écrivains de Beyrouth. Vous vous êtes donc rendu en 2018. Et le point de départ, qui semble pas si étonnant lorsqu'on regarde vos productions écrites, c'est la cuisine. Donc, pourquoi est-ce que Beyrouth, ou peut-être plus généralement le Liban, je sais pas, vous a inspiré pour parler de cuisine ? Voilà, donc comme vous avez déjà expliqué, donc c'était la commande. Et donc la ville m'était, imposée, enfin proposée. Et bon, déjà, moi, je savais qu'on y mange bien. Et puis aussi, je pense quand même que quand j'ai proposé le thème de cuisine, j'avais quand même une sorte d'intuition que c'est un bon thème pour parler de cette ville, Beyrouth, notamment parce que à la fois, bon, bien sûr aussi, c'est très multiple dans plein de sens. Enfin, ça, c'est comme dans n'importe quelle métropole, mais aussi multiethnique et multiconfessionnel. Et dès qu'il y a des échanges, des mélanges, il y a le foisonnement de goût et qui est passionnant à décrypter. C'était comme une espèce de contact direct avec le pays, avec la ville pour vous, cette cuisine ? Alors, c'est comme si j'avais une autre langue. Par exemple, donc je parle le français, je parle le japonais, et je me débrouille un peu en anglais, mais mettons que je vais dans un pays où je ne parle pas la langue. J'ai quand même comme langue la cuisine. C'est-à-dire que je peux aussi, je pense, analyser certaines choses, voir certaines choses à travers le goût que peut-être que les autres ne peuvent pas voir. C'est un peu, par exemple, imaginez un architecte qui part dans un pays qui n'a pas la même grammaire architecturale, mais quand même, lui, il va pouvoir lire beaucoup plus de choses que quelqu'un qui n'a pas de connaissances sur l'architecture. Je pense que c'est de ce genre-là. Ouais, vous le dites, page 27 exactement. Vous dites qu'une culture culinaire est une langue, précisément, et que les ingrédients forment un vocabulaire. Alors, on va parler de vos techniques, disons de vos techniques d'écriture même. Comment, pour ce livre, vous avez procédé pour découvrir la cuisine de Beyrouth ? Quel cheminement, quelle étape ? Est-ce que vous aviez déjà une idée des 321 fragments, des 321 textes ? Par quoi on commence lorsqu'on a tout à découvrir et qu'on doit tout écrire ? Ça, c'est vrai. Et déjà, donc, au début, avant d'y aller, j'ai pensé à un système de journal, bien sûr. Donc, c'est ce qui est le plus classique. Et parce qu'on découvre justement au fur et à mesure, et c'est l'écriture qui prennent plusieurs strates, donc qui me semblait intéressante. Après, sur place, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça, ce n'est pas le journal qu'il fallait, parce que j'avais l'impression que plus j'entre dans cette ville,
moi, je comprends. Donc, je me disais, mais comment on peut représenter cette ville qui, je pense, peut-être même pour les habitants, garde des secrets, parce que je pense que si c'est pour les chrétiens maronites, pour les arabes, pour les étrangers, je pense que chacun connaisse une partie de cette ville et pas en intégralité. Donc, je me disais, bon, dans ce cas-là, mieux vaut le présenter tel qu'il est, c'est-à-dire le plus de fragments, plus de découvertes, un peu d'erreurs aussi, c'est possible. Ouais. Donc, c'est ça qui a fait que ce sont des 321, ce que j'appelle plats. C'est ça. Et du coup, ça peut potentiellement, enfin je sais pas, c'est vous qui allez me le confirmer ou non, mais se lire un peu, il y a peut-être un fil narratif, mais ça peut un peu se picorer finalement si on file un peu la métaphore, comme des médés. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, au cours de d'écriture, donc j'ai noté d'abord et ensuite j'ai écrit de plat en plat et ensuite... Vous savez, souvent, comme quand on ramasse les photos des vacances, donc je les ai imprimées, donc après je les ai coupées, chaque plat, et puis après je les ai étalées sur le sol de mon appartement, et puis j'ai vu, en fait, selon le paysage que cela donne dans l'ensemble, déplacer certains plats avant, après, et comme des puzzles. Oui, c'est l'avantage de ne pas avoir de date, en l'occurrence. Oh, voilà. Qu'est-ce que vous conseilleriez, maintenant que vous avez un petit peu découvert comment on faisait, à quelqu'un qui veut visiter une ville par la cuisine? Quel réflexe il faut avoir? Aller, je ne sais pas, au marché, par exemple? Comment on fait pour découvrir une ville par la cuisine? Surtout ne pas avoir des idées préconçues. Parce que souvent, bon, bien sûr... Même positives. Parce que vous, par exemple, vous aimiez la cuisine libanaise avant de partir, vous l'avez dit. Donc vous aviez une espèce d'a priori. Bien sûr, bien sûr. Positif en l'occurrence. Bien sûr. Mais même positif, je pense bon, bien sûr, on ne peut pas ne pas avoir une image, ce n'est pas possible. Ouais. Mais il faut toujours, ces images, ces idées, être prêtes à les jeter, ou bien d'échanger, échanger, ou bien modifier. Parce que, par exemple, mettons, si on est trop élogieux à la cuisine libanaise, on peut faire la découpe entre la cuisine libanaise, la cuisine et la cuisine syrienne, alors que bon, ça ce sont des cuisines levantines qui étaient avant, qui faisaient partie d'une cuisine, d'une culture culinaire avant d'être coupée. Donc ce n'est pas le frontière qui les coupe. Donc voilà. Donc je pense que dans n'importe quelle ville, on peut y aller et puis décortiquer la ville par la cuisine, à travers la cuisine. Mais si on n'a pas des idées reçues. C'est la base. C'est quoi un bon plat pour vous? Est-ce que c'est nécessairement lié aux conditions dans lesquelles on le mange? Par exemple, est-ce qu'un plat fade, vous qui avez écrit un livre qui s'appelle Fade, est-ce qu'un plat fade peut être bon s'il est mangé dans des bonnes conditions, par exemple? Ou avec des bonnes personnes, je sais pas. Bien sûr, parce qu'un plat fade, par exemple, quand on est malade, on ne peut pas manger la cuisine, même par exemple gastronomique, aussi bonne qu'elle soit. Ce n'est pas possible d'avaler un plat de restaurant 3 étoiles quand on est malade. Donc dans ce cas-là, juste un pain, un morceau de pain, un morceau de tofu qui est à peine assaisonné peut nous nourrir avec douceur. Donc je pense que un bon plat, c'est un message qui arrive bien à son destinataire. Donc, mais ça peut être un inconnu. Donc là, par exemple, je vous rencontre pour la première fois. Mais si je fais la cuisine en pensant à ce dont vous avez peut-être besoin, ou bien ce qui vous fait plaisir, ou bien ce qui peut vous surprendre, par exemple. Ça aussi, si vous êtes prêt à être surpris, dans ce cas-là, ça peut être un bon plat. Ouais.
Bah justement, dans l'un de vos précédents livres qui est paru chez POL en 2018, qui s'appelle Nagori. Alors, Nagori, la nostalgie de la saison qui s'en va ou qui vient de nous quitter. Qui vient de nous quitter. Qui vient de nous quitter, parce que j'ai vu Oui. je crois que c'était peut-être la première version qui s'appelait S'en va, voilà, je sais voilà. pas. Bon, bref, Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Vous dites dans ce livre qu'on peut deviner la personnalité de quelqu'un en goûtant sa cuisine, ou du moins les relations qu'il ou elle entretient avec les produits. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir de vous si je viens manger chez vous, par exemple ? En ce moment, je pense que j'ai... Oui, en ce moment, peut-être. Ouais, parce que non, c'est que ça change tout le temps, bien sûr. On peut être de bonne humeur, mauvaise humeur, en bonne forme, tout ça. Et là, justement, je pense qu'en ce moment, si vous venez chez moi, vous allez manger quelque chose qui est assez approximatif, parce que je pense que j'ai perdu la main. Parce que vous cuisinez pas beaucoup en ce moment ? Je cuisine pas, enfin comme le cas de tout le monde, je cuisine moins pour les autres. Ouais. Avant, j'invitais beaucoup les amis, je recevais souvent, et quand justement on pense à quelqu'un, on pense le goût de quelqu'un d'autre, notre imagination est plus élargie, alors que pendant un an, je ne faisais manger que enfin, moi ou bien mes proches stricto sensu. Donc ça veut dire que je connais mon goût, je connais leur goût. Donc il y a pas de, tout est prévisible. Hein. Donc c'est comme et puis comme je n'allais pas au restaurant, c'est comme un athlète qui ne courait plus comme il faut. Donc il faut aussi faire des exercices de lecture, d'analyse des plats. C'est comme si pendant un an, je ne lisais pas de livres. Ben, forcément, oui. Il y a un moment dans le livre où vous parlez du goût, justement. Alors, attention, prononciation. Par exemple, le Koresh Efesenjan. Alors, là, c'est vraiment littéralement ce que j'ai lu. C'est un ragoût de volaille à la sauce aux noix et au sirop de grenade que vous avez découvert il y a une vingtaine d'années et qui fait désormais partie, vous le dites, de mon goût à moi, de votre goût à vous. Comment s'est construit votre goût au fil des années de mangeuse, si j'ose dire, par des rencontres, une curiosité bien placée ? Comment ça s'est construit, ça, pour vous ? Et je pense que non seulement pour moi, c'est le cas de tout le monde, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, un Français qui a épousé, disons, une Argentine, il va avoir un attachement à cette culture culinaire, ça va devenir aussi son goût à lui. Et puis pour cette femme, c'est le goût français qui va devenir son goût à elle, pardon. Et je pense aussi, ce plat qui est iranien, donc fesenjan, qui est devenu mon goût à moi, c'est-à-dire que non seulement j'ai beaucoup cuisiné ce plat pour mes amis qui sont à la fois personophones ou non, ou bien les Français, pour le faire découvrir. Mais mes amis m'ont beaucoup cuisiné cuisiné ce plat, parce que on était une bande des amis donc qui partaient souvent en Iran. Donc c'est chaque fois la recette diffère un peu, le goût diffère un peu, mais c'est comme si on partageait une sorte de terrain commun. Ouais. Et je pense qu'il y a des plats qui deviennent le nôtre à travers l'attachement familial, d'amitié, d'amour, et aussi le voyage, parce que il y a des voyages qu'on fait seul, et il y a des plats qui vous marquent, même si vous mangez tout seul. Il y a un moment vous dites, je comprends peut-être mieux ce pays, cette ville, ou bien tout simplement, qu'est-ce que je suis bien en mangeant ce plat. Ouais. Dans ce cas-là, ce plat vous marque, ce plat devient votre goût à vous. Ouais. Alors j'ai l'impression justement qu'en arrivant à Beyrouth, vous avez aussi et surtout découvert une cuisine qui est très parfumée, parce que dans le livre, il est beaucoup question d'herbes, d'odeurs. Par exemple, vous dites que le parfum est important dans cette cuisine, mais le parfum des herbes
aromatique qui, je cite, jaillit comme un feu d'artifice. Et vous dites surtout que l'acte de manger s'accomplit par étapes, sentir, regarder, écouter, tâter, mettre à la bouche. Ça regroupe en gros ces sensations. Est-ce que vous considérez que lorsque vous décrivez un plat, est-ce que vous avez développé une technique? Est-ce que vous avez développé des codes pour décrire la cuisine en littérature? Parce que c'est nécessairement pas la même chose, j'imagine, que d'écrire une lampe, par exemple. Est-ce que les sensations ont quelque chose à voir dans cette description? Oui, bien sûr. Et en même temps, en fait, ça relève presque un défi impossible parce que tout le monde sait que décrire une odeur, ça c'est impossible, sauf de remplacer un mot par quelque chose. Parce que on est en train de boire un café, qu'il est l'odeur de café au lieu... sinon de dire ça sent le café. Ouais. Et en plus, il faut que le lecteur le connaisse pour qu'il comprenne que ça sent ça. Voilà, bien sûr. Et pourtant, ce n'est qu'avec les 5 sens qu'on aperçoit et qu'on comprend le monde qui nous entoure. Donc c'est vraiment paradoxal comme... Mais je pense... Encore une fois, je pense qu'il y a milliers de façons de décrire un plat, parce que parfois, c'est le message qui transmet qui est plus important. Parfois, c'est ce qui était le cas, par exemple, de ce livre, c'est de montrer un autre aspect de cuisine qu'on connaît mal, en fait, qui est important, parce que par exemple, j'avais l'impression que pour la plupart des lecteurs français qui ne connaissent pas forcément très bien la cuisine libanaise, ils ont une image de cette cuisine comme quelque chose un peu lourde, un peu viandarde, un peu brochette, un peu trop riche, avec le métier et un mousse et tout ça. Donc, c'est pour... j'ai accentué ce côté... aromatique, par exemple, pour dire que finalement, c'est quoi la cuisine aromatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la cuisine des montagnes, c'est la cuisine de cueillette, c'est la cuisine aussi des plats qui sont très proches, en fait, finalement, de la nature. Et c'est la cuisine d'un pays qui est relativement, non pas au sud, mais chaud. Parce que, par exemple, si c'est pour parler de la cuisine russe, qui est quand même qui est d'un pays froid, et qu'il y a beaucoup de légumes divers, par exemple, qui constituent ces plats-là. Donc, dans ce cas-là, la façon d'en parler sera complètement autre chose. Alors, dans ce livre, il n'y a pas de photos, mais vous n'hésitez pas à parler de livres de cuisine. Qu'est-ce que c'est? Quelle est votre définition du livre de cuisine? Alors, est-ce que les livres de cuisine doivent avoir forcément les photos? Parce que, oui, parce que... Ou alors, est-ce qu'il y a une distinction avec le livre de recettes, par exemple? Parce que, jusqu'au milieu du XXe siècle, les livres de cuisine ne comportaient pas de photographie. Peut-être les images, et encore, donc c'est très très rare dans les livres de cuisine historique. C'est l'image qu'on en a eu aujourd'hui maintenant. Oui, bien sûr, on pense que c'est normal que les livres de recettes sont accompagnés des images. Alors, moi, je pense que, vous savez, les recettes, les recettes de la cuisine traditionnelle, finalement, c'est quoi? C'est les recettes des morts. Ouais. Les recettes de goût des morts. Les recettes de goût des mains des morts. Et donc, sur ce point-là, il n'y a que quelques pas à faire entre la cuisine les livres de cuisine et la cuisine et le livre d'histoire. Et
pour moi, le livre de cuisine est très proche de documents, des écrits que parle historienne Arlette Fage. Donc c'est des écrits, en fait, c'est les goûts constitués par d'innombrables inconnus, mais la vie des inconnus, mais qui ont bien existé et qui mangeaient ce plat et qui ont constitué ces recettes. Donc quand je vois une recette justement d'une cuisine familiale, traditionnelle, ça m'émeut. On voit là presque je sais pas, de nombreuses gens qui ont existé, qui sont derrière. Alors, en arrivant à Beyrouth, vous avez noté une espèce de traumatisme profond dans cette ville qui est une ville en 2018 très vivante, très bouillonnante, et en même temps en crise sur beaucoup de plans, on peut le dire comme ça. Quel lien entre la cuisine et la guerre en général, vous avez remarqué ? Alors, au début, à vrai dire, avant d'aller à Beyrouth, donc s'il n'y avait pas cette proposition, j'avais projet d'aller à Phnom Penh. D'accord. Oui, parce que quand je suis allée à Phnom Penh, j'ai remarqué justement beaucoup de choses. Par exemple, la coupure de culture culinaire à cause de Pol Pot, bien sûr. Donc, qu'il y avait beaucoup de pertes de la tradition culinaire et qu'il y a des gens donc, qui essaient de reconstituer, de réécrire leur propre cuisine. Donc, je pensais faire une investigation là-dessus. Donc, le lien entre la guerre, les guerres, les drames et la cuisine était toujours présent en fait dans mes projets d'écriture. Ça tombait bien. Voilà. Et pourtant, quand j'ai soumis ce thème, les membres de la Maison des écrivains m'ont averti, mais attention, les guerres au Liban, ce n'est pas du tout la même chose. On n'a jamais eu la famine, on n'a jamais été éprouvé la faim. Et pourtant, en arrivant sur place, les gens qui viennent me parler, parce qu'il y avait beaucoup de gens en fait je n'allais pas forcément chercher les gens, donc les gens donc qui ont vu les articles dans les journaux locaux m'ont contacté en disant vous êtes écrivain, j'ai une histoire à vous raconter et presque immanquablement. C'était l'histoire au temps des guerres. Et je pense les histoires heureuses, malheureuses aussi, mais je pense que c'est aussi parce que autant de guerres, autant de drames, on vit chaque instant, mais vraiment intensément. Et aussi l'acte de manger, c'est l'acte d'être dans l'instant. Donc les deux sont forcément très très liés. Ouais, complètement même. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est un portrait d'une ville à une époque donnée, comme un document historique finalement ? Oui, je pense. Et donc c'est aussi pour ça qu'il était question pour le titre de ce livre. Donc c'est bien défini, 961 heures. En 2018, des Beyrouthins qui étaient vivants et qui m'ont raconté les histoires, mais avec leurs souvenirs, donc c'est-à-dire qui peuvent remonter dans les années 60 et 70, mais qui me racontent là en 2018. Donc je pense que si c'est aujourd'hui, ça peut être ça pourrait donner encore un autre portrait, bien sûr. Donc oui, c'est ça. Ouais, donc je pense que c'est une sorte de livre
Collectif n'est pas le mot très joli, mais un livre de rencontre. Participatif. Oui, parce que il y a mon nom comme... enfin, c'est signé. Mais j'ai l'impression que ce livre existe vraiment parce qu'il y a les paroles de ces gens qui venaient me raconter les histoires. Donc, Ouais. je ne le considère pas comme... c'est uniquement mon livre à moi. Et pour la petite anecdote, 961, c'est le code, c'est l'indicatif téléphonique Voilà, pour appeler... pour appeler le Liban. Et ça, vous le saviez pas. Non, et d'ailleurs, je pense que c'est... aujourd'hui, on est le 13, hein, on est le On est 13, le 13 mai, mai, ouais. donc c'était, je pense que c'est jour pour jour en 13 mai 2018, pour être Donc, précis. J'étais en train de regarder les photos que j'avais prises, donc 321, et puis, enfin, du coup, je me suis amusée à compter le nombre d'heures, ouais. et c'était donc 961 heures. Donc, je dis ça juste comme ça pour m'amuser à une amie qui a dit: ah non, mais 961, c'est le code indicatif de pays pour appeler. Donc, C'est je trouve ça génial. ah Comme, bah, c'est un joli coup du hasard, ouais. oui, Alors, ça fait, vous, une vingtaine d'années que vous êtes en France, c'est oui, ça? oui. Et j'ai lu que vous aviez choisi le français par amour de la cuisine française. Est-ce que c'est vraiment ce qui vous a fait venir ici? C'est vrai que je raconte ça chaque fois parce que c'est... C'est drôle. C'est simple, mais en même temps, c'est vrai. C'est vrai. C'est fou. En plus, parce qu'avant de choisir la langue française, bon, il se trouve que j'ai été fille d'une cuisinière, ma mère était Ouais. cuisinière, et puis aussi, donc je lisais déjà les livres de cuisine, Grand-père notamment. éditeur. Ouais, et notamment historique. Par exemple, quand j'étais lycéenne, j'adorais lire comme des auteurs comme Brillat Savarin, ou bien le dictionnaire, j'ai une dictionnaire d'Alexandre Dumas. Donc pour moi, c'était ça les lettres françaises. Bien Ok. plus que Baudelaire. Ouais. Alors, vous êtes aussi traductrice en japonais, donc vous avez traduit Houellebecq, Patrick Chamoiseau, Ati Raimi, je crois. Et vous êtes aussi poétesse. C'est peut-être important à préciser, ou peut-être pas, puisque je vais vous demander quelle pratique de l'écriture vous avez. Est-ce que vous avez des rituels, des habitudes? Voilà. Ah, alors, je ne cesse d'écrire. Je suis quelqu'un de très facile. Je peux écrire n'importe où, D'accord. à la maison, dans un café, dans l'avion. J'adore écrire dans Mais l'avion. vous n'êtes pas la première à me dire ça. C'est vrai? Mais oui, Ah oui, c'est il y a incroyable. quelque chose avec l'avion, j'ai l'impression. Mais... Ah oui, mais enfin, si je peux être dans 24 heures dans l'avion, je pense que j'écrirai, enfin, je sais combien Ok. de nombre de signes. Et en tout cas, et je pense que je peux faire ça, je peux être une sorte je peux faire le marathon à tous les jours parce que j'ai plusieurs métiers. C'est-à-dire que par exemple, le matin, je peux commencer par traduire quelques pages de romans. Et ensuite, et souvent, je suis sur 2 romans. Par exemple, là, jusqu'à très récemment, je traduisais à la fois Simone de Beauvoir et puis un roman estonien, enfin, mais que je ne parle pas, donc je traduis depuis la langue française. Ouais. Et donc, j'ai 2 univers complètement différents. Et ensuite, bon, je déjeune. Et ensuite, bon, moi, j'écris pour moi. Et puis, j'ai aussi des commandes des articles journalistiques aussi. Je traduis aussi des mangas. Donc, si j'accumule comme ça 1 heure et demie de chaque tâche, hein, bah, après, ça remplit bien une Ça fait journée. une journée. Voilà. Et je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez, Ryoko, un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Ah,
j'ai apporté donc 2 livres. Donc un le livre de Oliver Sacks, que bon bien sûr connu même en France, mais il y a un livre que j'aime particulièrement et que je voudrais bien donc conseiller à tout le monde. Ça s'appelle Musicophilie. Donc ça parle de plusieurs cas de figure des gens donc qui ont après avoir été atteints donc par un accident ou bien par une maladie donc cérébrale, montre des symptômes assez étonnants, c'est-à-dire que par exemple il y a un patient après un accident, il y a toujours la même musique qui trotte dans la tête, ce qui est absolument abominable. Enfin, ça va pas du tout. Mais il y a d'autres cas, les gens, par exemple, qui tout d'un coup commencent à pouvoir composer, bien aussi la capacité, ce qui est très émouvant, c'est aussi la capacité de la musique, d'éveiller les cerveaux des gens, c'est-à-dire que les gens, par exemple, qui ont perdu les mémoires, qui sont atteints d'Alzheimer, mais à qui on fait écouter la musique, qui retrouvent les mémoires, ou bien les gens qui ont perdu aussi la capacité de communication, mais qu'à partir du moment où on lui parle avec la musique, comme ça, qu'est-ce que vous voulez manger ce matin, et du coup il peut répondre. C'est une sorte de miracle, et donc c'est à la fois un livre qui en fait, même pour les gens qui ne s'intéressent pas à la musique, montre le pouvoir de rythme et de la musique, et c'est un livre très lumineux qui porte beaucoup d'espoir, quoi. Ok. Voilà. Et le deuxième, il s'appelle donc Fantasia de Bruno Munari, qui a une sorte de design donc italien, et bien qu'il a été écrit donc il y a maintenant un demi-siècle, c'est Fantasia, donc aussi il parle de pouvoir de fantaisie. Donc, ça peut toucher à la création, à l'imagination, et accompagné de beaucoup d'illustrations des images et des photos, et à la fois vous fait lire comme boîte à idées pour vous inspirer. Vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de creative school. Donc, et je pense que c'est un livre qui peut être bien plus que ce genre de cours création. Et aussi, surtout, parce que ce n'est pas un manuel de livre, mais c'est justement, il vous apprend à être livre pour créer. C'est une sorte de livre libérateur. Ouais. Fantasia, très bien. Et moi, j'en profite pour en donner une fois n'est pas coutume, parce que, c'est pas du tout un coup de cœur, mais votre livre m'a donné très envie de lire un roman qui s'appelle L'œil nu de Yoko Tawada. Voilà, c'est une histoire visiblement d'errance d'une Vietnamienne sans papier qui se cache dans les cinémas, quelque chose comme ça. Je l'ai pas du tout lu, mais ça m'a donné envie. J'avais envie de le lire. Voilà. Merci beaucoup, Yoko. Merci. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast par exemple. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler de culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.